Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce grand entretien. Nous sommes avec Alexandre Sabatou. Bonjour, monsieur le député. Bonjour Marie. Bienvenue sur Ligne droite. Vous êtes élu du Rassemblement national dans la 3e circonscription de l'Oise depuis 2022 et vous êtes membre de l'Avenir français dont on dira un mot durant cette émission. Alors, il y a un an, Maud l'a dit, un an jour pour jour, Thomas Perotto, jeune français de 16 ans, est poignardé au bal du village de Crépol dans la Drôme. Un an plus tard, à quelques kilomètres, c'est au tour de Nicolas Dumas, 22 ans, qui meurt d'une balle dans la tête devant une boîte de nuit. Homicide en bande organisée, narcotrafic, est-ce que, Alexandre Sabatou, on peut parler ici de victimes du terrorisme du quotidien ? Oui, moi, si vous voulez, je pense que ce qu'on pourrait assimiler à un fait divers a peut-être eu plus d'impact chez les Français que le Bataclan. Parce que le Bataclan, ça a bouleversé tout le monde, mais il y a ce petit côté de « ça se passe à Paris ». Et dans les grandes villes, si vous voulez, la violence, malheureusement, a été banalisée et acceptée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut changer ? On est à Paris, on est à Nantes, on est à Bordeaux, enfin, je pense à toutes ces villes. Mais sauf que, lors de Crépol, ce qui a été attaqué, finalement, c'était la ruralité. Aujourd'hui, ça a montré que même dans une petite fête de village, on pouvait se faire tuer parce que quelqu'un avait envie de tuer du blanc, tout simplement. Et donc ça, je pense que ça a marqué toute la France. Toute la France s'est sentie meurtrie par ce drame à Crépol de Thomas. Et donc, je pense qu'il est temps enfin de réagir, car un an plus tard, même la maire baisse un peu les bras en expliquant que finalement, rien n'a changé de ce point de vue-là. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat-là ? Vous parlez à la fois du racisme anti-blanc, on peut aussi pointer le laxisme de notre justice, puisque un an après l'enquête, l'auteur du coup de couteau mortel qui a tué Thomas n'a pas été identifié. Donc d'une certaine manière, il y a tous ces sujets qui rentrent en compte. Qu'est-ce qu'on peut faire politiquement pour ça ? Déjà, il y a plusieurs choses. Ça fait quand même un an qu'on enquête et on a été incapable. Enfin voilà, je ne veux pas critiquer nos gendarmes ou nos policiers, mais on a toujours été incapable de trouver le meurtrier de Thomas, alors qu'il me semble qu'on serait capable d'en faire parler plus d'un. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faudrait pour responsabiliser que ces personnes soient face à leurs actes, c'est qu'on rétablisse les peines planchers et les peines minimums. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes condamné pour viol, pour du vol, et en fait, vous accumulez du sursis, et finalement, 5-6 ans plus tard, vous vous retrouvez avec 20 ans de prison. Et il y en a beaucoup, ils ne comprennent pas. Ils se disent, je ne comprends pas, là, j'ai juste volé quelque chose dans un magasin, pourquoi je prends 20 ans de prison ? Parce qu'ils ne comprennent pas le principe de sursis. Et donc, si déjà, on avait des peines plus courtes, même si ça a une semaine, quelques jours, je pense que quand on voit ce que c'est la réalité de la prison, on n'a pas envie d'y retourner, et donc on fait peut-être un peu plus attention et on se met à respecter la loi. Et donc je pense que déjà, ça serait un grand pas en avant. Les peines planchées, c'est d'ailleurs ce que le Rassemblement national vous préconisiez dans votre niche parlementaire à l'Assemblée nationale. Votre circonscription aussi donc, a été touchée par des drames liés au communautarisme. Je pense bien sûr à la jeune Shaina. Je vais peut-être préciser pour nos auditeurs cette affaire, donc victime d'un viol collectif d'abord en 2017 et d'un passage à tabac. Elle tombe enceinte 2 ans plus tard de son petit ami alors qu'elle a tout juste 15 ans. Il la poignarde et elle sera brûlée vive en 2019. Shaina aurait eu 20 ans cette année, Alexandre Sabatou. Est-ce que la situation à Creil, donc dans votre circonscription, s'est empirée ? Empirée, je ne sais pas, parce que finalement, de Creil, on a assez peu de nouvelles. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a comme une chape de plomb où on met un peu tout ce qui s'y passe sous le tapis. Moi, j'aimerais revenir justement sur cette affaire Shaina, pour que tout le monde comprenne bien. Shaina, c'est une une jeune adolescente de 15 ans, qui finalement vivait comme une Française dans un milieu à Creil qui était sur le plateau, qui est quand même assez communautarisé autour de l'islamisme, avec différentes chapelles, les unes plus extrémistes que les autres. Donc Shaina, c'est une jeune fille de 15 ans qui ne porte pas le voile, qui vit comme une Française d'aujourd'hui, en mettant des jeans, en vivant normalement. Et finalement, elle s'est retrouvée violée par plusieurs plus jeunes garçons, qui ont d'ailleurs, on peut reparler des peines planchées, mais qui ont écopé de moins de 2 ans de prison avec sursis. Donc aujourd'hui, on peut en France violer quelqu'un et ne tout simplement pas faire de prison, alors qu'on nous répète matin, midi et soir, il faut faire plus de choses pour les femmes, il faut les défendre. Mais quand on arrive dans le concret, on n'a plus rien. Et ensuite, on retrouve cette pauvre Shaina qui
a couché avec, qui avait un petit copain, qui couchait avec lui, qui s'est retrouvée enceinte, qui lui a annoncé. Et le petit copain, ne voulant pas assumer, l'a retrouvée dans un cabanon et l'a tuée avant de la brûler. Et parce que finalement, Shaina, pour eux, comme elle ne se conformait pas aux règles locales, était considérée comme une prostituée. Je fais exprès de garder des Ouais, mots bien assez... sûr. Et parler de règles locales ici montre bien que c'est ce qu'on pourrait qualifier de territoire perdu de la République ici. Oui, clairement, c'est extrêmement compliqué. Pour bien comprendre aussi pourquoi c'est si compliqué pour la police d'intervenir à Creil, c'est que quand on est, par exemple, à Garges-les-Gonesse, finalement, on a la Courneuve, Sarcelles, Villetaneuse qui sont pas loin, et donc toutes les forces de police peuvent se réunir pour faire des opérations d'ampleur. Mm. À Creil, on est à 30 minutes de Compiègne, 30 de Beauvais, 30 minutes des grandes villes du Val d'Oise où on pourrait être aidé. Et donc la police fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas capable d'aller enrayer tous ces phénomènes. Et finalement, elle fait les affaires courantes, si je puis dire. Et est-ce que vous avez l'impression que le chaos, d'une certaine manière, a gagné, au-delà des cités de Creil, le reste de votre circonscription qui est plus rurale pour le coup? La chance que j'ai, c'est que de l'autre côté de ma circonscription, il y a la Morlaix, il y a Chantilly. Et donc, ils préfèrent aller là-bas pour voler ou autre. Et donc, finalement, vers Saint-Leu-d'Esserand, Chambly, c'est encore préservé de ce point de vue-là. Mais bien sûr que il y a une espèce d'aura autour de Creil qui fait que l'insécurité se développe partout autour. Et il y a des phénomènes où ils se disent, bon, on en a un peu marre de Creil, on va aller s'amuser ailleurs, entre guillemets. Donc oui, Oui. on le subit. Et je pense que ce n'est pas pour rien que dans l'Oise, on a 6 élus du Rassemblement national sur 7. C'est parce que ces gens en ont marre. Moi, je parlais très rapidement de ma circonscription, mais j'ai croisé un nombre incroyable d'électeurs qui ont grandi à Villetaneuse, à La Courneuve, à Drancy, à Saint-Denis, et qui m'ont dit, ça se passait bien, mais c'est devenu invivable. Et donc, si vous voulez, ils ont fui vers ma circonscription, et c'est pas pour se retrouver avec les mêmes problèmes qu'ils ont quittés 20, 30 ans plus tôt. Oui, bien et sûr. donc, ils veulent s'en prémunir, ils votent le Rassemblement national, car nous sommes aujourd'hui les seuls à se bouger, j'ai envie de dire, face à ces problèmes, face à l'insécurité, les seuls à avoir un programme cohérent sur ce sujet. Alors, on parlait justement du laxisme judiciaire tout à l'heure et du Rassemblement national. Alors, au contraire, un procès, c'est vrai qu'il remue l'actualité, lui, ne bénéficie pas des faveurs des juges. Je pense bien sûr au procès des assistants parlementaires du RN, puisque le parti est donc accusé de détournement de fonds européens au profit du siège et que Marine Le Pen pourrait être condamnée, comme d'autres nombreux de vos collègues députés, à de la prison ferme et à d'importantes amendes. On parle carrément de 2 millions d'euros pour le parti, ainsi qu'à de l'inéligibilité. Est-ce qu'il faut prendre ces peines au sérieux, Alexandre Sabato? Ce qui est en train de se passer est un pur scandale. Car déjà, j'aimerais remettre un petit contexte très rapidement. Il y a le RN, le MoDem, mais aussi la France Insoumise qui sont poursuivis, ce qui peut expliquer une certaine sympathie, je dirais, de Mélenchon dans ses déclarations, alors qu'il aurait pu taper plus fort sur nous. Ce qui nous est reproché, c'est que des collaborateurs de députés européens allaient aider au siège. Il y a un organigramme qui était très clair sur le site, parce qu'en fait, les collaborateurs étaient aussi militants. Et donc, ils donnaient de leur temps libre pour aider au siège. Et finalement, ça ne s'appelait pas au Parlement européen, parce que pour eux, un collaborateur, c'est peu ou prou comme un fonctionnaire, et donc ils n'auraient pas à s'engager à faire des choses à côté. Nous étions confiants, parce que à l'Assemblée nationale, nous avons posé plusieurs questions aux déontologues pour dire, par exemple, Jordan Bardella a fait un meeting à Nice, est-ce que je peux payer mon collaborateur pour qu'il m'accompagne, parce qu'il y a une question d'image ou autre? Et bien sûr, le déontologue nous a répondu, mais bien sûr, c'est possible. Et donc, c'est vraiment un procès politique qui nous est fait. Je prends une phrase de la procureure qui dit sur ce dossier, par exemple, je n'ai pas d'éléments, mais je ne réclame pas la relaxe, car ça me ferait trop mal. Comment une procureure de la République, dans une notion de justice, peut dire cette phrase? Ce qui prouve bien finalement que c'est la peau de Marine Le Pen qu'on a envie de faire. Ouais, c'est la femme à abattre finalement. C'est ça. Et on a eu quand même quelques soutiens. Je pense à Gérald Darmanin ou d'autres élus de la classe politique qui ont été choqués, car Marine Le Pen, c'est plus de 11 millions d'électeurs qui sont derrière elle. Ça serait un coup de tonnerre si le juge accordait les demandes du procureur de la République. Et ça pose une sérieuse question de séparation des pouvoirs. Parce que la justice serait capable aujourd'hui de dire finalement Marine Le Pen, elle est aux portes du pouvoir, plus qu'elle ne l'a jamais été, elle pose problème, on va l'écarter, on va la rendre inéligible. Et si elle est vraiment condamnée à de l'inéligibilité, quelles sont les perspectives électorales, on peut le dire, pour le Rassemblement national? On verra. Moi, j'ai toujours un petit espoir, parce que je suis de nature optimiste, que le juge n'aille pas dans ce sens-là.
Mais sinon, avant les prochaines élections, je pense qu'il y aura du remous dans la population parce que Mm. ça ne sera pas accepté. On a la France populaire derrière nous. Je ne vois pas comment ça pourrait être accepté sans des manifestations massives sur ce sujet. Et il y a quelque chose qu'on n'évoque pas, mais il me semble que le président de la République pourrait très bien gracier Marine Le Pen sur ce sujet pour lui donner une chance. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse, mais c'est une possibilité et le peuple pourrait pousser le président à le faire. Ah, c'est intéressant. Et côté présidentiel 2027, Michel Barnier, de son côté, a appelé la semaine dernière à un candidat unique de la droite et du centre pour combattre les extrêmes. Il était pourtant ce candidat de la fermeté aux primaires 2021. Des Républicains, est-ce que ça vous déçoit ou est-ce que vous n'êtes pas tellement surpris finalement? Mais non, mais écoutez, ils sont dans le même gouvernement que l'ancienne majorité présidentielle. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ce qui était très amusant, par exemple, à l'Assemblée, c'est les élus de la droite républicaine, donc les LR mou, qui avant criaient au scandale face aux Républicains En Marche, et qui aujourd'hui les applaudissent, ils disent c'est très bien, Ouais. parce que finalement, ils ont un nombre de ministres assez conséquent, alors que, je le rappelle, ils n'ont fait que 5% aux élections législatives, ce qui est un scandale démocratique. Oui, évident. Alors, toujours à l'Assemblée nationale, le budget pour 2025 donc, a été rejeté la semaine dernière après des semaines de discussion. Vous, Alexandre Sabato, vous êtes membre de la Commission des finances, donc vous avez suivi ça de très près. Où est-ce que nous en sommes dans la procédure aujourd'hui pour ce budget? Eh bien, mardi dernier, nous avons rejeté, avec l'Assemblée nationale, la première partie du budget, car ce budget, déjà, était d'assez mauvaise facture. On nous promettait beaucoup d'économies, et finalement, on s'est retrouvé avec plus de taxes que de réelles économies. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait encore plus d'efforts aux Français, sans être capable d'en faire sur soi-même et sur la machine étatique d'autre part. Et en plus de ça, la majorité a été totalement, enfin la majorité gouvernementale, on va dire, les élus du gouvernement, n'étaient pas là, n'étaient pas présents. Ils étaient une quinzaine. Ah oui. Et donc c'était le Rassemblement national qui, pour empêcher le sadisme fiscal du nouveau Front populaire, était présent pour éviter la multiplication des taxes sur les TPE, les PME, mais également sur les Français. Car je peux citer quelques taxes zinzin qui ont été proposées. Il y a une élue des Verts qui voulait taxer l'eau qu'utilisaient les touristes. Certains voulaient taxer les ascenseurs. Enfin voilà, si vous voulez, il y avait une espèce de concours l'épine de la taxe la plus bête qui a été faite. Et donc le Rassemblement national était très présent pour empêcher cela. Mais grâce à notre mobilisation, car nous avons été le groupe le plus mobilisé sur le budget de cette année, nous avons réussi à annuler la hausse de la taxe d'électricité qui aurait coûté 200 € en moyenne au foyer français, mais également avec Jean-Philippe Tanguy, j'étais très proche sur ce sujet, sur le prélèvement sur recettes à l'Union européenne, où on a réussi à faire voter au Parlement une baisse de 5 milliards d'euros sur ce qu'on donnait à l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, pour bien comprendre l'idéologie de ces personnes-là, parce qu'en fait c'est une obligation, mais nous, on a envie d'envoyer ce message pour dire, ça suffit. Les Français ne sont pas la vache à lait de l'Union européenne. On ne va pas payer pour tout le monde, surtout qu'ils n'achètent pas spécialement chez nous nos voisins européens. On a dit on va envoyer un message. Et si vous voulez, c'est comme si on avait pris le jouet des députés centristes et de gauche qui ont fait non, c'est une obligation. Écoutez, on renverse tout sur la table. Et donc on supprime carrément la totalité de ce qu'on donne à l'Union européenne. Car ils avaient perdu. Oui, donc des premières victoires, notamment, c'est vrai, cette diminution des contributions de la France à l'Union européenne. Alors, vous avez parlé de la première partie du projet de loi. Est-ce que vous avez espoir que la seconde partie soit étudiée à l'Assemblée nationale ou est-ce que vous pensez que ça ne se fera pas? Je vous confirme que ça ne se fera pas. En fait, si la première partie du budget, donc pour que nos auditeurs comprennent bien, la première partie, c'est sur les recettes. Et ensuite, on va discuter des dépenses dans chaque ministère. Et moi, j'étais rapporteur, on en parlera, je crois, tout à l'heure, sur l'éducation nationale. Si la partie recette est rejetée, on ne peut pas discuter de la seconde partie. Et donc, finalement, tout est parti au Sénat. Et c'est le Sénat qui doit étudier ces parties-là. Mais nous, on n'aura pas à en discuter, du moins en hémicycle, mais on en a parlé en commission. Et donc, il y a pu y avoir des amendements là-dessus, une évolution du texte, ou bien quelle est la forme aujourd'hui de cette seconde partie? On a posé des amendements, mais sauf que le travail en commission n'est pas repris en hémicycle. Ah oui. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur Internet de ce qui s'est passé en commission. Les députés ont communiqué dessus sur ceux qui étaient intervenus. Mais sinon, la deuxième partie se passera simplement au Sénat. Il n'y a pas eu de discussion en hémicycle à cause ou grâce à ce rejet, parce que finalement, le budget était devenu vraiment encore pire que ce qu'il était jusqu'à présent. Et j'aimerais juste préciser, Marie, Je vous en prie. que quand Michel Barnier est arrivé, il a expliqué en grande pompe qu'il accueillerait tout le monde, il discuterait avec tout le monde. Il avait repris son ministre de l'économie qui nous avait claqué la porte au nez. Il a dit non, il faut travailler avec le RN.
Mais je tiens à dire sur cette radio que il ne nous a jamais invités à Matignon. Il a dit qu'il nous ouvrait la porte, mais dans Oui. les faits, Marine Le Pen n'a jamais, ou Jordan Bardella, n'ont jamais été invités à Matignon pour discuter de ce budget, car en réalité, ce n'est pas nous qui avons besoin de lui, mais c'est lui qui a besoin de nous pour faire passer son budget. Et là, quand on voit le budget qui a été proposé et comment il a été modifié, on se dit qu'on se moque un peu du monde. Et alors justement, s'ils le font adopter, si le gouvernement le fait adopter en 49.3, puisque c'est une option, ça peut être dans la forme qu'il veut. Est-ce que qu'est-ce qui serait préférable, enfin si on peut le dire, pour votre groupe Rassemblement National? Est-ce qu'il soit adopté dans sa forme initiale, proposée par le gouvernement, amendé par le NFP ou peut-être retoqué par le Sénat? Déjà, le Sénat va le remettre dans une forme à peu près un peu plus cohérente. Et impossible de voter la version du NFP, mais il sera impossible de voter la version du gouvernement, qui, encore une fois, c'est tout le bilan d'Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est 1000 milliards de dettes. Il y a des usines qui ferment partout. Moi, je pense à Forvia, qui est à Méru, chez moi, où ils font un chiffre et du bénéfice de 2 à 3% annuel, donc on ne perd pas d'argent. On a un centre R&D, ils vont le délocaliser en Chine parce qu'ils ne se font plus d'argent. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des endroits où on fait de la recherche et développement, on s'était dit à la base, oui, on va délocaliser les usines parce que le coût des ouvriers est moins cher. Mais là, on est en train de délocaliser la matière grise. Qu'est-ce qui va nous rester en France? Et donc, il n'y avait rien dans ce budget qui allait dans le sens pour enrayer finalement cette fuite, ces délocalisations. Et donc, il est impossible de le voter. Et s'il passe par 49.3, je suis désolé, mais il s'ouvre à la censure des députés RN. Ah oui, c'est ok, d'accord. Donc vous pourriez voter effectivement une censure du gouvernement s'il passe en 49.3. Bah oui, parce que c'est un déni démocratique. Ils n'ont pas fait le travail. Nous, si vous voulez, on avait mis nos conditions. On avait dit qu'il y a certaines lignes rouges à pas franchir. Là, la ligne rouge sur le pouvoir d'achat, pour ma part, me semble franchie. Le budget ne va vraiment pas dans le bon sens. Donc, si vous voulez, on serait tout à fait capable de voter une censure dans ces conditions. On ne se l'interdit pas, en tout cas. On va continuer évidemment de suivre ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines même avec vous, Alexandre Sabato. Alors, dans le cadre de ce projet de loi de finances, vous étiez donc rapporteur de la mission spéciale sur l'enseignement scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les résultats de ces travaux? Oui, très rapidement. Je rappelle que le budget de l'éducation nationale, c'est 88 milliards d'euros, donc le plus gros budget du budget. Bientôt, ça sera rattrapé par la dette, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le principal sujet, si vous voulez, de ce budget, ça a été la suppression des 4000 postes de professeurs. Pour bien comprendre, ce qui se passe, c'est qu'on a une baisse démographique en France. Je pense que ça n'échappe à aucun de nos auditeurs. Et je tiens à rappeler que finalement, c'est les conséquences de la baisse de la natalité. Le Rassemblement national est le seul à parler de ce sujet. On a été le seul à en parler lors de la réforme des retraites parce que c'est un sujet crucial pour notre avenir. Et ça a été oublié. Et là, on en voit les faits où c'est catastrophique, où il y a le nombre d'élèves en primaire qui est en train de chuter drastiquement. Moi, je me suis opposé fermement à la suppression de ces 4000 postes d'enseignants. Pourquoi ? Quand on lit les études, le classement PISA, dont on nous parle régulièrement, la France se classe assez mal. On est entre 26 et 31e place, et en maths, c'est assez catastrophique de ce point de vue-là. Donc on a des mauvais résultats alors qu'on met plus ou autant que nos voisins dans ces matières. On fait le constat qu'en France, on a des classes où il y a trop d'élèves. Et moi, je leur dis, s'il y a moins d'élèves à la rentrée, on garde le même nombre de professeurs, et comme ça, on aura des classes plus adaptées. Et donc, comme ça, on aura un suivi plus personnalisé, ça pourra effacer les inégalités scolaires, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux en rentrant à l'école. Et donc, on pourrait avoir une politique, si vous voulez, de l'éducation beaucoup plus qualitative pour rattraper ces classements et enfin offrir une instruction digne de notre pays à nos enfants. Car ce qu'il faut comprendre, c'est, d'accord, on est dans le milieu du classement, au classement PISA, mais on est la France. On n'est pas... je ne veux pas insulter nos voisins, mais on est un grand pays dans le monde et on se retrouve au milieu, voire dans la médiocrité au niveau de l'enseignement. Et moi, je trouve tout simplement ça inacceptable. Au-delà du budget, il y a le sujet il faut recentrer le savoir sur le lire, écrire, compter. Car ce qu'on a remarqué, c'est qu'un élève qui arrive avec des lacunes au collège les retrouve à la fin également. Et donc, il faut mettre plus de moyens dans l'école primaire et se recentrer sur les fondamentaux. On se plaint toujours des fautes d'orthographe, de la grammaire qui devient alarmante chez nos plus jeunes et qui ne sont pas rattrapées malheureusement vu que ça se met à glisser sur les générations plus âgées. Et même en maths, où beaucoup de Français ont du mal avec les maths parce qu'ils sont soi-disant... bon, moi j'adore les maths, donc
voilà, c'est pas Vous mon n'êtes pas sujet, pour rien mais- dans la commission des finances. Mais une fois que vous avez fait tous ces constats-là, entre la baisse du niveau scolaire d'un côté, la suppression de ces postes que vous trouvez injustifiés de l'autre, et le constat qu'effectivement, le budget de l'éducation nationale n'est peut-être pas à plaindre, mais c'est peut-être la répartition de ces moyens qui pose question ici. Est-ce que le projet de loi de finances pour 2025 a répondu à tous ces constats? Ce qui est compliqué avec le budget de l'éducation nationale, c'est que sur les 88 milliards, la majorité, l'extrême majorité, plus de 95% des crédits, c'est le salaire des professeurs. Ah oui. Et donc, on a très peu de marge de manœuvre. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'il faut revoir, c'est les programmes pour réapprendre le lire, écrire, compter en école primaire et supprimer le superflu. Quand il y a des intervenants qui viennent parler écologie à des enfants de primaire, Mm. ça peut être fait à côté. Enfin, il y a plein de choses sur l'éducation, même l'éducation sexuelle, on peut en parler. Par exemple, au primaire, il y a des cours d'éducation sexuelle. Moi, je pense que ça devrait être simplement recentré sur, pour aider à détecter les cas de pédophilie, par exemple. Mais derrière, est-ce que quand on a 8-9 ans, on doit apprendre Oui, à se plus questionner loin, sur son genre. C'est ça, exactement. Le wokisme qui s'invite dans nos écoles. Alors, toujours sur l'éducation, justement, un mot de la prochaine niche parlementaire, donc de la France Insoumise, dans 10 jours exactement. Elle contient 10 textes parmi lesquels garantir la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Donc ça, c'est une proposition qui est portée par un député LFI, Paul Vanier. C'est le même qui avait attaqué, on s'en souvient, le collège Stanislas, le financement public des écoles privées. Est-ce que typiquement, c'est un texte, cette mixité sociale dans les établissements privés sous contrat, que vous trouvez dangereux? Oui, dangereux parce que l'enseignement de l'école privée se passe plutôt bien, hein. J'ai auditionné plein d'acteurs lors de mes auditions pour le budget et il y a une bonne répartition entre le privé et le public, de 80-20% des élèves, et personne ne remet en cause ce système, sauf la France Insoumise et l'extrême gauche, Mm. où ils se sont battus en commission, ils ont liquidé les crédits donnés à l'enseignement privé. Ce qui est assez ironique dans cette situation, c'est que si on regarde le pédigré de certains d'entre eux, ils viennent du privé, leurs enfants sont dans le privé, et donc c'est encore une fois, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc ils ont leur idéologie, mais ils vivent bien à côté. Donc moi j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous allez faire en fait? Parce que l'enseignement privé, je rappelle que l'enseignement privé, bah, il paye les bâtiments, il paye la cantine, etc. Il y a juste les professeurs qui sont payés par l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont racheter tout le bâti des enseignements privés? Ils vont tout récupérer? On n'a pas l'argent aujourd'hui, on est surendetté. Est-ce qu'on peut se le permettre? Mais le vrai sujet, quand il parle de mixité, c'est que moi, si vous voulez, j'ai grandi dans le 93. Et dans le 93, je pense que je ne serais pas ici si j'étais passé par l'enseignement public. Parce que, il faut le dire, aujourd'hui, l'enseignement privé est vu comme un bastion où on peut étudier en sécurité, où on peut étudier, même si c'est l'enseignement catholique. J'ai eu des témoignages de personnes qui m'expliquaient, depuis que mon enfant est dans le privé, on lui parle moins de religion. Ça paraît paradoxal, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains endroits, notamment en Seine-Saint-Denis, d'où je viens, l'islamisme a pris une telle part que on se demande, mais pourquoi tu ne manges pas, pourquoi tu manges du porc? Enfin, nous, on n'en mange pas, pourquoi en manges-tu? Pourquoi ta sœur, elle n'est pas voilée d'ailleurs? Mm. On n'est pas musulman, mais voilà. Et donc, il y a une certaine sérénité qui est apportée par l'enseignement privé. Et ça, si vous voulez, personne n'en parle, alors que ça me semble la raison du succès de l'enseignement privé, justement. Donc c'est évidemment un bastion à préserver pour vous. Avant-dernier sujet, Alexandre Sabatou, il nous reste 5 petites minutes. Je voulais qu'on dise un mot de cette deuxième épisode de la crise agricole, puisqu'une nouvelle mobilisation nationale a lieu à partir d'aujourd'hui. C'est donc à l'appel du syndicat de la FNSEA. Quelle solution pour vous est-ce qu'on peut apporter à la colère de ces agriculteurs? Moi, j'aimerais rappeler quelque chose, parce que j'ai écouté ce qui se passait un peu avant mon arrivée. On parle du Mercosur aujourd'hui. Mais le Mercosur, c'est pas ce qui est en train de tuer nos agriculteurs, hein. Le Mercosur, c'est la continuité de tout ce qui a fait que nos agriculteurs sont dans cette situation où ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de mettre toutes ces normes qui compliquent le travail de nos agriculteurs. Avec ce que faisait remarquer la personne de la coordination rurale, ces surtranspositions où en France, finalement, on veut laver plus blanc que blanc. C'est comme si vous étiez sur une course aux 100 mètres et en France, on se dit, non, nous, on est tellement bons, le 100 mètres, on va le courir à cloche-pied. Et dans ces conditions, nos agriculteurs ne peuvent pas rivaliser avec leurs voisins. Parce que ça pourrait marcher si derrière, les produits qui entraient chez nous étaient contrôlés et on vérifiait qu'ils étaient faits dans les mêmes conditions pour qu'il y ait pas, pour que ce soit finalement un commerce loyal, qu'ils soient soumis aux mêmes règles que nous. Mais sauf que ce n'est pas le cas.
vous savez que les frontières sont grandes ouvertes, on contrôle à peine, j'étais à la douane, on contrôle avec parcimonie ce qui rentre et ce qui sort de notre territoire quand ça vient du marché intérieur, parce que l'idéologie, c'est de faciliter le transit, faciliter les échanges, et donc on ne contrôle plus. Et derrière, on s'étonne que, par exemple, tout ce qui est trafic de drogue augmente parce que ça passe par les mêmes voies, c'est pas contrôlé, donc on en vient là. Et pour retrouver notre souveraineté, est-ce que l'une des solutions, ce serait pas justement quitter cette Europe qui d'une certaine manière nous brime, même si nous surposons trop, mais Je suis pas sûr que le Frexit soit la solution la plus adaptée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avant d'arriver à de telles extrémités. Arrêter de surtransposer, arrêter de supprimer des produits phytosanitaires quand on n'a pas d'alternative. Moi, je pense par exemple aux néocotinoïdes. Donc, c'est ce qui est utilisé, c'est ça qui est très amusant, c'est utilisé dans vos colis anti-puces pour les chiens, mais derrière, pour les plantes, ah oui. ça serait interdit. Ça serait interdit parce que ça tue des abeilles, alors que pas du tout. Et ça, on s'est imposé cette restriction, mais sauf que, par exemple, au Brésil, ils le font sans problème, mais il est impossible de savoir que du sucre a été fait avec ou non sans néocotinoïdes. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tuer la filière betteravière en France à cause de ça. Alors justement, les questions de souveraineté comptent pour vous parce que vous êtes issu, donc je le disais au début de cette émission, du mouvement politique Avenir Français qui soutient désormais le Rassemblement National. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ? Est-ce que c'est apparenté au Rassemblement National ? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si ça intéresse nos auditeurs ? Écoutez, l'Avenir Français, pour resituer le contexte, avec Jean-Philippe Tanguy, Alexandre Loubet, Thomas Ménager et Anne-Sophie Frigo, tous députés, nous avons quitté Nicolas Dupont-Aignan car nous avons vu l'impasse de Debout la France fin 2020. Et on a remarqué que Marine Le Pen finalement était la seule solution aux idées que nous défendons, qui sont les idées gaullistes. Nous nous définissons comme des gaullistes, gaulo-bonapartistes. Et donc, nous avons remarqué que Marine était la seule dans le paysage politique à vraiment défendre la souveraineté, le patriotisme, et qui avait aussi également une fibre sociale. Et donc, c'était la candidate parfaite à soutenir. Nous sommes un mouvement allié, mais nous sommes tous adhérents du Rassemblement national. Nous avons la double adhésion. Mais voilà, nous essayons de cultiver un peu cette petite spécificité et de pousser les idées de notre camp au sein du Rassemblement national. Alors parmi un dernier mot, il nous reste à peine une minute, Alexandre Sabatou, mais un candidat qui lui, donc outre-Atlantique, je pense évidemment à Donald Trump, donc qui fait son grand retour à la Maison Blanche. Est-ce que vous partagez avec le Rassemblement national évidemment cette victoire ? Quels sont les bénéfices qu'on pourrait en tirer justement pour nous ? Moi, je tiens juste à rappeler que Donald Trump ne nous fera pas de cadeau. Les Américains ont toujours fait passer leur intérêt économique avant tout, et ça continuera. Mais là où on a une opportunité avec l'élection de Donald Trump, sa réélection, c'est que Donald Trump se présente un peu plus comme isolationniste. Et donc, ça va donner l'opportunité à la France et à l'Europe, si elle le désire, et tout, c'est important dans ce mot-là, tous, si elle le désire, c'est de pouvoir se réarmer, redevenir une économie florissante, car finalement, ça a été abandonné, et on est un peu vu comme une relation esclave-maître avec les États-Unis. Oui. Donc c'est une opportunité de revenir sur le devant de la scène, et ensuite, pour conclure, c'est également, j'espère qu'il va juguler le wokisme, et que derrière, ça va moins arriver en France, et on n'aura plus ces problèmes, il y aura moins de pression sur les entreprises, moins de pression sur les institutions culturelles. Et donc, ça sera une bonne opportunité pour nous de se relever de ce point de vue-là. Donc, on finit sur ces mots, Alexandre Sabatou, sur l'espoir effectivement d'une contre-révolution anti-woke qui nous viendrait des États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Merci beaucoup, Alexandre Sabatou. Je rappelle pour nos auditeurs, donc bien sûr, que vous êtes élu du Rassemblement national et membre de l'Avenir Français. Donc, vous êtes député dans la 3e circonscription de l'Oise depuis 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Ligne Droite. Merci Marie, merci à tous. Et à très bientôt.